Ou est-ce que la CGT va répondre à l'invitation lancée par Édouard Philippe? Là, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas dans les instances dirigeantes nationales. En tout cas, ce qu'il y a à négocier, il n'y a rien à négocier, vous savez. Vous prenez n'importe quel côté de cette attaque, il y a absolument rien à négocier. Ce qu'Emmanuel Macron veut faire, c'est nous faire travailler plus longtemps pour au final nous mettre tous dans un régime spécial, unique, un régime de la misère, avec des pensions de retraite extrêmement basses, où on va s'en prendre plein la tête. Qu'est-ce que vous voulez négocier avec ça? Non, c'est un retrait pur et simple qu'il faut obtenir. Bon, alors, d'abord, j'apprécie le ton de M. Mercier, qui, pas polémique, mais qui affirme des convictions. Je crois qu'on peut débattre quelques instants ensemble en affirmant chacun nos convictions. Les affirmations de M. Mercier, c'est de dire on nous promet une vie plus mauvaise pour demain. Bien sûr. Je crois que les engagements... Non, mais, et ça, tout le monde l'a compris. Hein. Dans le monde du travail, tout le monde l'a compris. Non, parce que vous avez fait des fausses simulations qui ne reposent sur rien, dont tout le monde sait bien qu'elles sont erronées et alarmistes. Et les simulations du gouvernement, elles arrivent quand? Alors, le gouvernement, je lui dis, les simulations, elles arriveront lorsque les paramètres seront définis. Et il a raison, parce que vous ne faites pas des calculs arithmétiques sur votre parti sur des bases qui sont... Mais ce que je peux dire, c'est que dans cette loi, et le gouvernement l'affirme, et c'est vrai, premièrement, il n'y a pas de perdant. Il n'y a pas de perdant. Deuxièmement, les retraites ne baisseront pas. Mais il y a aussi l'inquiétude de ceux qui soutiennent majoritairement, en tout cas une majorité de Français, qui soutient le mouvement et la mobilisation contre cette réforme des retraites. Bien sûr, bien sûr. Et si on prend point par point cette attaque extrêmement brutale contre notre système de retraite, simplement pour l'ensemble des travailleurs, qu'ils soient du privé ou du public, le calcul de la pension de retraite sera plus faite non plus sur les 25 meilleures années pour le privé, ça sera sur la totalité de la carrière. Et ça, faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire prendre en compte les années d'apprentissage, les premières années là où on est moins payé, les années de chômage, etc., où on est encore moins bien payé. Forcément, mathématiquement, votre pension de retraite va baisser. Vous parlez des femmes, mais il suffirait d'augmenter, de mettre au niveau les salaires des femmes à celui des hommes pour faire rentrer au moins minimum 4 milliards d'euros dans les caisses de retraite. Et pour les femmes, il y a une attaque extrêmement mais révoltante, écœurante. C'est cet abandon, cette suppression des 8 trimestres par enfant dans le privé. Et ça va disparaître. Oui, les femmes vont être les grandes perdantes de cette réforme. Mais les femmes sont déjà pénalisées parce qu'il y a déjà 42% d'écart entre les pensions de retraite des femmes et des hommes aujourd'hui. Elles sont déjà perdantes dans le système tel qu'il existe. Bien sûr que ce système, il est imparfait. Bien sûr qu'il est complètement imparfait. Mais entre ce système... il reste meilleur que celui qui est proposé par le gouvernement. François Patriat, j'ai le sentiment d'avancer pour la énième fois les mêmes arguments contre les mêmes contre-vérités et contre les fausses affirmations. Pour les femmes, aujourd'hui, 20% des femmes terminent à 67 ans parce qu'elles ont un âge de décote qui est à 67 ans. Avec cette loi, l'âge de la décote va diminuer de 67 à 64 ans. Et croyez-moi, 64, 67 pour beaucoup de femmes, c'est pénible. Deuxième chose, qui est beaucoup plus équitable. Maintenant, c'est 5%, et surtout à l'épouse, qui va être attribué au premier enfant. Puis 10% au deuxième, puis après une surcote encore de 15% au troisième. Vous voyez, ça fait donc des avancées pour les femmes. Et le gouvernement l'a dit et bien dit, avec ce système, il n'y aura pas de baisse des pensions. Mais reconnaissez-le, la main sur le cœur. La main sur le cœur. Voilà. Mais c'est comme Delevoye qui est de bonne foi, la main sur le cœur. J'ai oublié. Alors, puisque vous prononcez son nom, allons-y, parce que c'est l'actualité du jour. Moi, ça m'a fait ma journée, cette démission. Alors, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Jean-Paul Delevoye, au commissaire aux retraites, a donc démissionné aujourd'hui. Vous dites quoi? Bon débarras? Oui, bon débarras. Enfin, je veux dire, moi, c'est une bonne nouvelle. Ça m'a fait ma journée. Voilà. Pour moi, c'était une bonne journée, bonne nouvelle. Maintenant, c'est pas pour ça que le combat est fini. Bien au contraire. Monsieur Delevoye, c'était l'homme du MEDEF. C'était l'homme du MEDEF sur le dossier retraite. Son projet est rejeté par l'ensemble des organisations syndicales, une très grande majorité aujourd'hui de Français, une écrasante majorité de salariés du monde du travail. Et vous savez, quand votre projet est soutenu simplement par le MEDEF, c'est-à-dire ce grand patronat des grandes entreprises du CAC 40, ça veut tout dire. Et maintenant, son remplaçant ou sa remplaçante sera strictement la même. C'est pas un problème d'homme ou de femme, c'est un problème de projet, c'est un problème d'attaque contre lequel il faut se protéger, il faut se défendre. Moi, je vais pas faire le procès de M. Delevoye. Jean-Paul Delevoye est un ami. J'ai fait la campagne du président de la République avec lui. J'ai participé à la commission d'investiture avec lui, on n'a pas si mal réussi. Et puis, je l'ai vu travailler, je l'ai accompagné.
pendant ces 2 années. J'ai fait beaucoup de réunions avec lui. Honnête homme. Et à chaque fois... Un honnête homme, en quelque sorte. Non, mais il n'y a rien de malhonnête. De bonne foi. Il n'y a rien de malhonnête dans ce qu'il a fait. Non, il a juste oublié de déclarer 5 000 €. Attendez, j'ai fini. Une bagatelle pour vous, une bagatelle. L'important, c'est la réforme. Le procès de Jean-Paul Delevoye n'est plus à faire. Moi, je salue ce soir le fait qu'il joue collectif, qu'à partir du moment où il considère qu'il a commis des maladresses, parce qu'en rien, il n'a fraudé le fisc, en rien, il n'a fraudé l'État, en rien, il n'a dissimulé des sommes, rien. Il a même dit à la haute autorité que si les sommes qu'il avait touchées étaient mises en cause, il les rembourserait. Il l'avait dit à l'autorité. Donc, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de malversation, il y a des maladresses, il y a des oublis, il en paie le prix fort. Il y a un cumul d'activités qui est interdit par la Constitution quand même. 10 bénévoles s'occuper des diabétiques. Attendez, est-ce que vous pensez que de s'occuper bénévolement des diabétiques... Attendez, madame, il y a un interdit qui a été... Simplement, il y a un interdit qui a été franchi. Est-ce que vous pensez que s'occuper de la musique pour les enfants et que s'occuper des diabétiques, c'est quelque chose... Et c'est lié avec les compagnies d'assurance, c'est lié avec la SNCF. Écoutez, moi mon problème c'est pas de le voir. Moi mon problème, je vous réponds. Moi mon problème c'est pas de le voir. Moi mon problème c'est cette attaque qui est extrêmement brutale et qui va, pour nous, notre génération, mais aussi pour la génération de nos gamins, de nos enfants, les faire travailler plus longtemps pour avoir une pension misérable. Parce que nous, on n'est pas des Delevoye. Nous, on n'a pas 13 boulots. On cumule pas 13 boulots. On n'est pas comme nos patrons. Bénévoles, on n'est pas comme nos patrons des grandes entreprises où on bénéficie des retraites chapeaux de plusieurs centaines de milliers d'euros. Parce que ça, ces régimes spéciaux de retraite de ces grands patrons du CAC 40. Moi, mon ancien PDG, Jean-Martin Folz, on paye, nous, salariés de PSA, on paye 830 000 € par an à vie. On lui paye une retraite à vie, une retraite chapeau. Et ça, c'est un de ses boulots qu'il a eu. Un de ses boulots. Alors comprenez que nous, on n'est pas des Delevoye. Nous, on a de la peine à avoir un seul boulot. On a de la peine à avoir un seul travail. Eh bien, ce travail, d'abord, on veut le gagner. Et puis, on veut, après la retraite, pouvoir commencer notre vie. Être libéré du travail. Vous comprenez? Et ça, il faut qu'on soit libéré, non pas à 64 ans, mais au minimum, il faut qu'on soit libéré à 60 ans. Alors, mis à part les régimes spéciaux dont les Français ne veulent plus aujourd'hui... Vous voulez dire des régimes spéciaux de la police, des militaires, c'est ça? Non, des sénateurs? De quel régime spécial vous voulez parler, monsieur? Je vous ai dit, je vous dis que les sénateurs, la loi votée, devront s'appliquer par pointe pour comme tout le monde. La police? La police, aujourd'hui, c'est métier régalien. Ils ont gagné. Ils ont gagné. C'est métier régalien. Ils ont manifesté une journée, puis ils ont gagné. Régalien. Il a toujours été dit par M. Delevoye qu'il serait pris en compte dans la réforme demain, qu'ils auraient des points supplémentaires pour le faire. Ça a toujours été pris en compte. Mais c'est qui... Non, mais... Donc le régime spécial de la police, on garde. Je voudrais qu'on parle... Attendez. Non mais... J'essaye de répondre. Non, mais j'essaye de répondre à vos premières questions. Vous me reposez une nouvelle question. Ah oui, ça va vite. Hein. Alors d'accord, d'abord, aujourd'hui, on va travailler plus longtemps. Oui, on va travailler un peu plus longtemps. 6 mois de plus. 6 mois de plus. Non mais je comprends. On veut pas. Vous ne vouliez pas travailler. Non mais vous pourriez même partir à 60 ans, j'entends bien. Oui. Seulement regardez. Dans tous les pays européens, c'est 65, 66, 67, bientôt 68. Oui. Et la France, on peut faire 62. On est d'accord. Et regardez combien il y a de retraités qui ont besoin d'avoir un boulot pour arrendir leur fin de mois, pour arrondir leur retraite. Mais vous me posez une autre question. Mais non, c'est toujours le même problème. Je réponds à votre première question. Non, mais vous renchérissez. C'est facile. Ça alimente le débat pour vous, mais ça n'apporte pas de réponse claire. Et moi, j'en ai assez des débats stériles. Regardez en Allemagne, aux États-Unis, le nombre de retraités qui sont obligés de continuer à travailler pour arrondir leur fin de mois. C'est ça que vous voulez? Eh bien, nous, on ne le veut pas. Actuellement, le départ en retraite des Français, en moyenne, c'est 63 ans et demi. C'est 63 ans et demi, parce qu'il y a eu des réformes par le passé. Et aujourd'hui, on dit que demain, avec des avantages sociaux, avec des petites retraites qui vont monter à 1 000 € pour bien des catégories, avec des femmes qui seront mieux prises en compte, avec des salaires, avec des enseignants qui seront mieux payés, c'est un progrès social et ça n'est pas la régression que vous dites. Et de plus, je rappelle quand même que la France est bloquée demain, manifestera demain, avec 15% ou 20% de grévistes, 25% de grévistes dans l'enseignement, 60% à Paris, 25% en France, et que le pays est bloqué RER et train par 17% de grévistes à la SNCF, 70% des chauffeurs, 79% des chauffeurs. J'entends bien, Pardon, je rebondis. Et c'est eux, parce qu'aujourd'hui, si vous n'aviez pas les transports, le pays ne serait pas bloqué. Moi, j'habite à la campagne, j'habite en milieu rural, j'ai passé un week-end à travailler normalement, soit être entravé comme tous ces Parisiennes et ces Parisiens qui sont chaque jour pris en otage. Vous voulez que je vous dise, les grévistes aujourd'hui, tous les salariés qui sont en grève, c'est l'honneur du monde du travail. Ils ont toute mon estime et les 80% tout qui mon sont pas, respect. Honneurs, et j'attends le jour, il faut qu'il vienne extrêmement vite ce jour, où les travailleurs, tous les travailleurs des grandes entreprises privées, ils se mettront en grève. Et là, vous les attaquerez eux aussi. Mais pour ça, Jean-Pierre Mercier, vous avez dit qu'il y a une unanimité des syndicats. C'est un peu en trompe-l'œil, parce que quand on écoute bien,
tous les syndicats ne veulent pas la même chose. Vous voulez le retrait pur et simple de la réforme. Laurent Berger, lui, il souhaite la réforme à point. Il sera dans le même cortège, mais vous ne marcherez pas forcément du même pas. Donc, c'est peut-être pas aussi simple et aussi clair que ça, l'union syndicale. Ah, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'union syndicale. Moi, j'en appelle à l'union des salariés pour qu'ils défendent leurs conditions de vie sur leur terrain d'action, c'est-à-dire la mobilisation collective, les grèves, les manifestations. Vous savez, les calculs des grands dirigeants, des grandes confédérations, bien sûr qu'il va y avoir des syndicats qui vont vouloir aller négocier, qui vont vouloir signer sur un coin de table un bout de papier pour obtenir une toute petite chose, voilà, et puis crier victoire et tout de suite appeler à la reprise du travail alors qu'ils n'ont même pas été pour l'instant en grève. Ça, c'est connu, ça, on le sait, on le vit depuis des années et des années. Eh bien, il faut que vous savez, c'est pas Laurent Berger qui fait la grève. Ce sont les salariés qui font la grève. Si des syndicalistes, des dirigeants confédéraux appellent à la reprise, ils sont tout seuls à appeler à la reprise. Eh bien, il faut que les salariés, ils contrôlent leur grève, ils contrôlent leur mouvement, et ils contrôlent les décisions qui soient prises dans cette grève. Et c'est ça, la démocratie. Ça s'appelle de la démocratie ouvrière. Alors, c'est peut-être pas sur les plateaux de télé, mais en tout cas, c'est dans les dépôts de bus, c'est dans les dépôts de la RATP. C'est la base qui décide. Bien sûr que c'est la base qui décide et qui doit décider. Les cheminots de la CGT cheminots sont insensibles à l'appel des Français de pouvoir passer des fêtes en famille. Vous savez la parenthèse n'est pas envisageable. Je vais vous répondre. Alors, franchement, ce que j'ai sur le cœur. Le projet du gouvernement, c'est nous faire travailler encore plus longtemps pour que après on puisse avoir une pension de misère. On se bat, notre génération se bat pour nous, mais aussi se bat pour nos gamins et pour nos enfants. Précisément Je réponds sur Noël. Le plus beau cadeau de Noël qu'on peut faire à nos gamins, qu'on peut faire à nos enfants, justement, c'est de gagner cette grève. Ça serait le plus beau cadeau de Noël qu'on pourrait leur faire. Ça serait bien plus qu'un jouet, ça serait leur garantir un avenir qui soit meilleur que celui que nous propose le gouvernement. Et ça, je peux vous dire que ça tient au cœur à tous les grévistes, mais ça tient au cœur aussi à tous les travailleurs qui ne sont pas encore en grève aujourd'hui. Qui est-ce qui gouverne ce pays? Est-ce que c'est la CGT ou est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est à la CGT d'intimer des ultimatums au gouvernement ou c'est au gouvernement de réformer ce pays et de légiférer? On peut discuter. On peut avancer. Eh bien, je vous l'ai proposé, on va le faire. Et ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que... je vous dise, c'est que la majorité... je ne vous interromps pas, jamais. Mais non, mais juste 30 secondes après, la majorité aujourd'hui du monde du travail, l'écrasante majorité du monde du travail, on a marre de ce gouvernement qui sert la soupe aux riches, qui sert la soupe aux milliardaires. Vous répond. Non, mais attendez. D'abord, je vous dis, j'ai passé tout le week-end en Bourgogne, dans mon territoire. La majorité des gens que je rencontre me disent « tenez bon, tenez bon ». Et puis, je me souviens qu'avec un de vos collègues de la CGT, lors de la réforme de la SNCF, il m'avait dit « on ira jusqu'au bout, vous retirez le texte, on ne cédera jamais, on va faire une grève toutes les semaines, on va commencer le 1er avril, on finira au 1er juillet ». Ils l'ont fait. Et au bout du compte, le texte, il est passé. Je sens dans les propos une certaine arrogance et un certain mépris. Voilà, on a passé cette réforme, on a réussi, on a passé, on a réussi. Et oui, à chaque fois, ça a été un bras de fer. À chaque fois, il y a eu des travailleurs qui sont mis en grève, pas assez nombreux, pas assez déterminés. Mais je vous assure, là, vous paraissez bien sûr de vous, vous paraissez bien arrogant. Mais je vous assure que à faire les poches de l'ensemble des travailleurs, à faire les poches des chômeurs, à faire les poches des retraités, vous aviez pendant 1 an le mouvement des Gilets jaunes. Là, vous avez une grève sur les bras. Ce que j'espère, c'est que cette grève, elle se renforce et qu'elle se développe dans les grandes entreprises du privé. Et je vous assure, quand vous aurez la France en grève, quand vous aurez une majorité d'entreprises avec les travailleurs du privé en grève, vous n'aurez pas le même discours. Parce que c'est une chose de discuter sur un plateau de télé. Mais après, vous savez, qui c'est qui fabrique les richesses? C'est nous. C'est pas les députés, c'est pas Emmanuel Macron. C'est nous, les salariés, qui fabriquons les richesses. C'est nous qui produisons tous ces dizaines de milliards de bénéfices qui vont s'engouffrer dans les caisses des grandes entreprises du privé. Et cet État, ce gouvernement qui ne fait que servir la soupe, qui ne fait que donner des dizaines et des dizaines de milliards aux plus riches de ce pays, vous savez, il y a la colère sociale qui couve. Et il y a un moment donné, elle va exploser. Moi, j'appelle de mes vœux cette explosion. Alors, et je vous assure que là, ça sera une autre chanson. Ça sera une autre chanson. Une dernière réponse de François Patria. C'est comme ça, déjà en 1973, vous dites la même chose, vous répétez les mêmes choses. Vous savez, j'avais 5 ans en 1973. D'accord, mais ça n'empêche pas. Justement, peut-être vous auriez pu apprendre depuis ce temps-là. Vous pensez-vous, pour terminer, François Patria, parce qu'on a fini, vous pensez-vous